Vous écoutez le Singlecast, l'émission qui parle de rhum sans gueule de bois, toutes les 2 semaines sur iTunes et Spotify. Bienvenue dans cet énième épisode du Singlecast, le podcast qui parle de rhum sans gueule de bois. À mes côtés, j'ai aujourd'hui à nouveau Laurent Cuvier, Roger Caroni et Géry Gitani qui vont partager avec nous ces quelques temps à parler de rhum et d'autres choses, notamment avec le sujet du jour qui est les médias dans le rhum. Et quand je dis médias, je parle bien au sens large du terme, la meilleure manière ou les meilleures manières de pouvoir s'informer sur l'univers du rhum et ce qui s'ensuit. Mais avant ça, messieurs, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien. Tout roule. Tout roule ? Ouais, ça va pas trop. Ouais. Toujours un plaisir de vous retrouver. Oui, ça va. L'été est là, il commence à faire chaud, il commence à faire beau. Le coronavirus est parti, enfin presque, donc ça le fait, je pense. Le coronavirus est parti ou presque, et puis l'été est parti ou presque. Avec le virus. Il fait pas chaud là chez vous, c'est pas le top, non ? Non. Ah, d'accord, ouais. Ce sont des choses qui arrivent. Alors ici, en tout cas, là où je me trouve, à Berlin, il fait 30 degrés, tout se passe bien, donc je ne vais pas me plaindre. Avant de commencer cette émission et de rentrer dans le vif du sujet, je vais passer la parole à notre cher ami belge Roger Caroni, qui va nous venir avec tout un paquet de news du jour à ne pas manquer. Si vous n'avez pas été connecté ces derniers jours, il va vous faire un petit récapitulatif. Voilà, donc les news du jour, c'est un grand mot, mais on a répertorié quelques news depuis la dernière émission, dont Vélier qui nous a proposé à la vente les 3 nouveaux embouteillages que j'avais annoncés il y a déjà quelques temps, donc Chamarel, Anonymous, Privateer, tout est parti en 10 minutes, mais ça n'a été vendu que sur un site italien, donc il y a peut-être encore une petite chance de pouvoir trouver ça chez les cavistes, ça m'étonnerait très fort, mais en tout cas sur la maison du whisky ou autre site. Toujours en Italie, Wild Parrot qui nous revient avec New Yarmouth 94 100% tropical ainsi que Clarendon 95 100% tropical aussi. Et coïncidence, rhum artisanal revient aussi avec un New Yarmouth 1994 100% tropical. Je pense qu'il y a des fûts qui se sont perdus. Tiens, voilà. On verra ce que ça donne, donc ça sort fin juillet. Tout le monde a l'air de dire que c'est génial, mais bon, comme personne n'a goûté, on verra. Aujourd'hui, j'ai vu que l'édition 2020 du Whisky Life Paris se tiendra finalement comme du 26 au 28 septembre, en tout cas pour le moment. L'adresse n'a pas changé par rapport à l'année passée, donc croisons les doigts. On espère qu'on pourra assister à la grand-messe des spiritueux en France l'année prochaine. De son côté, le salon du rhum de Spa, lui, a été déplacé en février, je pense. Donc, c'est ça. Faudra une petite lettre. C'est cette année, pas l'année prochaine, le Whisky Live. Oui, enfin quand je dis 2020, bah oui, c'est cette année. J'ai dit l'année prochaine. Non, c'est l'année prochaine. Mais tu voulais dire à la rentrée. Oui, à la rentrée. Voilà. L'année scolaire prochaine. Voilà. Ouais. On perd un peu. On parle en année scolaire en Belgique, c'est ça. Ouais. Voilà. Longto, qui nous vient un peu précurseur dans le style, je pense, dans le monde du rhum, avec son club. Donc ils ouvrent un club de fans avec une version light, qui est surtout réservée aux Guadeloupéens et à la boutique, et une version privilège qui, elle, est réservée à tout le monde, mais surtout les Européens, en fait, qui n'auront pas accès facile à la Guadeloupe. Et là-dedans, il y aura l'accès aux nouveautés en avant-première, certains samples qui partiront, des tarifs avantagés chez les partenaires cavistes, et ça coûte 200 € par an. Donc voilà, à voir si c'est vraiment intéressant, à voir si les sorties seront soutenues, parce qu'effectivement, si c'est pour avoir 300 sur l'année, c'est un peu light, mais j'imagine qu'ils ont quand même prévu le coup. Donc voilà, moi personnellement, je ne m'y suis pas affilié, donc si Géry, Benoît ou Laurent le font, ils nous expliqueront ça d'ici quelques temps. On va y réfléchir. Voilà, on va faire une petite cotisation. Pas mieux. Guadeloupe toujours, Carupera qui nous revient avec son 3e batch du blanc intense, qui apparemment vaut le détour, d'après ce que Géry m'a expliqué en MP, vu qu'il l'a goûté. Personnellement, j'avais trouvé les 2 autres un peu forts en alcool, mais apparemment, c'est plus doux. Oui, celui-là était un peu plus réduit, et je trouve qu'il est, personnellement, je le trouvais plus sympathique, plus accessible. Voilà, du coup, ça me donne envie de goûter, si jamais tu te sépares de 4 centilitres un jour. Voilà, quoi. Je lance un sample à la mer. Berry & Bros, l'embouteilleur anglais, va nous proposer 4 provenances différentes, sans mention d'âge, pour faire plaisir à Laurent. Et donc, ils sont chacun embouteillés à 40%. Ça viendra de la Barbade, Jamaïque, Nicaragua et Guatemala.
Donc, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Si on sait en tester, on verra ce que ça donne. Mais à mon avis, ça doit être des profils relativement jeunes et accessibles. C'est pas très cher. Un peu connaître. Oui, non, c'est ça, quoi. C'est pas un truc de geek, entre guillemets. Malorum, donc c'est les gens qui nous ont fait un arrangé au homard. Donc ils nous reviennent avec un truc un peu plus classique, boosté aux agrumes. Donc dedans il y a du yuzu, du cédra, qui n'est autre que le célèbre petit fruit qui ornait l'étiquette du Libération 2010, hein, tout le monde le sait forcément, la bergamote, la clémentine de Corse et l'orange qui aura un profil chocolaté apparemment. Donc, voilà, c'est déjà mieux que le homard hein, sur le papier. Après, j'ai pas goûté le homard, c'est peut-être très bon. Hein. On salue la belle référence du Libération quand même. Hein. Tu vois le connaisseur dans l'âme qui collectionne les étiquettes. C'est bien. Belle étiquette d'ailleurs, très bon rang. Oui. Et toute dernière news, et non des moindres, Plantation n'a rien fait de neuf depuis la dernière émission. Donc, je pense que c'est la première fois que ça arrive depuis l'émission du Singlecast. Donc, voilà. Mais que fait Plantation ? Je propose de les appeler en direct et de leur demander qu'est-ce que vous faites. Enfin, qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi cette baisse de régime soudaine ? Ouais, c'est ça. Bah écoute, en tout cas, merci Roger pour ces quelques news, assez nombreuses quand même. Nous avons hâte d'en entendre plus d'ici la prochaine émission. En attendant, on va revenir sur le sujet du jour, les médias dans le rhum, et donc plus précisément les moyens qu'ont aujourd'hui les amateurs de rhum et les enthousiastes et toutes sortes de professionnels ou non dans ce secteur pour se tenir au courant de ce qui se passe dans le milieu. Je veux dire, avant Internet, en tout cas, c'était assez compliqué. Je veux dire, on avait effectivement la presse spécialisée et sinon, il fallait aller voir son caviste ou des salons pour pouvoir être au courant. Aujourd'hui, on a une multitude de choses à notre disposition et je vous propose tout d'abord de faire un petit tour d'horizon de ce qui existe et vous me dites si ça vous parle, si je suis dans le vrai ou s'il y a peut-être même des choses qui manquent. Parce que je pense que certains de nos auditeurs pourraient être intéressés des différentes sources qu'ils pourraient avoir, qu'ils ne connaissent peut-être pas encore et auxquelles ils pourraient peut-être s'abonner gratuitement ou de manière payante. Alors tout d'abord, en ce qui concerne la presse papier, nous avons bien évidemment le fameux magazine Rhum Porter que tout le monde connaît aujourd'hui, donc spécialisé dans le rhum depuis quelques années maintenant. Nous avons également le Fine Spirits Magazine. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont abonnés à ce truc-là. C'est le complément du Whisky Magazine de la maison du whisky, donc qui est alors, c'est pas que du rhum, c'est tous les spiritueux, mais c'est très penché rhum quand même. Et donc, à chaque fois qu'il y a un whisky magazine, on retrouve le Fine Spirits Magazine. Et puis, sinon, j'ai également le magazine Infobar, qui est beaucoup plus large pour le coup. On y parle vraiment de tout en termes de spiritueux et de bar, mais également de rhum pour des gros événements ou des grosses sorties. Donc après, je sais pas, en termes de presse papier, vous avez quelque chose peut-être que j'aurais oublié dans la liste ? Non, rien à ajouter. Pour moi, c'est vraiment... je suis un grand fan de Rhum Porter, perso. Il y a des sujets très variés sur le rhum. C'est pas que sur les news, il y a des sujets de fond, il y a des sujets distinctifs, il y a des sujets culturels, artistiques. Ouais. Alors, en termes donc après la presse papier, là où ça se complique un peu, où j'ai trouvé un peu de mal, c'est quelque chose qui est très à la mode, nous le savons tous maintenant, les podcasts. En termes de podcasts sur le rhum, alors bien évidemment, il y a le Singlecast, voilà. Et sinon, j'en ai un autre du côté anglophone, par contre, qui s'appelle The Romcast. Voilà. En dehors de ça, personnellement, j'ai rien trouvé. Alors, je sais pas si vous avez peut-être d'autres podcasts en tête même que vous connaissez, que vous écoutez, spécialisés dans le rhum. Alors, on en trouve pas mal, notamment du côté cocktail, du côté spiritueux, du côté industrie. Je sais qu'Infobar a toute une liste sur son site, en fait, que je vous conseille d'ailleurs d'aller voir et que vous pourrez peut-être écouter, de podcasts, justement, qui parlent d'un peu tout et de rien, mais vraiment spécialisés rhum. C'est un peu... Moi, j'en connais pas d'autres. J'ai un contrat d'exclusivité avec vous qui m'empêche d'écouter quoi que ce soit d'autre. Donc, personnellement, je ne sais pas si les autres peuvent, mais moi, je ne peux pas. Donc, voilà. Non, spécialisé sur le rhum, je crois qu'il n'y a que le nôtre. Je ne sais pas si la maison du whisky fait des podcasts, mais bon, c'est spiritueux en général. Ça serait plus large, oui. Voilà, donc c'est pas uniquement que le rhum. Et sur le rhum, je ne sais même pas s'ils en ont fait d'ailleurs. Mais à ma connaissance, il n'y en a pas d'autres, en tout cas en français. Ils font des petites capsules vidéo, quoi. C'est pas vraiment un podcast. Ça, voilà. Voilà, c'est ça. Alors, j'ai pas non plus, mais en anglais, on a. J'ai pas pu l'écouter pour l'instant, donc je peux pas en certifier de la qualité. Mais Maggie Campbell de Privateer, oui, assez régulièrement fait des petits podcasts, des petites émissions.
Oui, c'est vrai. Ça, c'est depuis le confinement, ça. C'est assez récent. Ouais. Il y a d'ailleurs beaucoup de podcasts qui se sont lancés durant le confinement, j'ai l'impression, dans toutes les branches, hein, pas que dans la nôtre. Mais bon, on verra bien. Peut-être que ça va s'étoffer d'ici quelques temps. À voir. Sinon, un autre truc très à la mode également, ce sont les chaînes YouTube. Les chaînes YouTube se sont pas mal développées ces dernières années dans tous les domaines. Et dans le ROM, on en trouve également quelques-unes. Alors, j'en ai noté 2, personnellement, que je regarde de temps à autre, ou peut-être de manière un peu plus régulière, ça dépend. J'ai tout d'abord le Bar de l'Ours. Très bien. Absolument. Qui commence tout doucement à vraiment se faire sa petite niche et qui propose un format assez original finalement et très très bien construit. Avec pas mal de dégustations, avec l'ours bien évidemment qu'on salue s'il nous écoute, et j'en ai un autre qui est Rhum et Whisky de notre cher ami Régis, qui est également pas mal suivi par certains amateurs. Et du côté belge, il y avait aussi une chaîne YouTube, mais à mon avis, c'est voué, c'est un peu compliqué, mais c'est Liquid. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette chaîne YouTube, c'est vachement bien fait, c'est fait par Liégeois, étrangement. C'est sur le rhum aussi C'est sur les spiritueux, mais il parle assez bien de rhum. D'accord. Maintenant, je pense qu'il avait un petit souci avec la personne qui produisait ça avec lui. Mais en attendant, vous pouvez toujours aller voir sa chaîne, Liquid sans E. Et c'est vraiment bien foutu et assez didactique. Moi j'aime beaucoup. Donc, je ne connaissais pas, je m'empresserai d'aller voir ça assez rapidement. Sinon, un autre format que vous, du moins 2 d'entre nous, connaissent très bien, ce sont bien évidemment les blogs. Alors, les blogs, on en voit beaucoup. Ouais. On en voit de toutes les couleurs. Avec toutes sortes de sujets, et les blogs de Rome ne manquent pas. Alors, j'en ai relevé un certain nombre, je suis certain que j'en ai oublié. Juste pour citer, donc on a bien évidemment le blog à roger.eu, qui est une référence en la matière et qui est très très important. On a également les Roms de l'homme à la poussette, qu'on ne présente plus. Donc voilà, pour ceux qui ne le savent pas, ce sont donc les différents blogs de notre cher Roger et de notre cher Laurent ici présents. Mais en dehors de ça, nous avons également certains blogs plus ou moins anciens et plus ou moins réputés. Je cite notamment du rhum.com. Le classique. Qui est vraiment le classique en la matière, je pense. Référence Rhum. Préférence Rhum. Préférence, ouais. Qui était précédemment Référence Rhum, comme site, et qui est devenu un blog Préférence Rhum. Donc par après, ensuite on en a d'autres comme Rhum Attitude, Rhum et Whisky à nouveau, Rhum Porter, pour la version en ligne peut-être, parce qu'ils ont une fonction blog quand même, en mettant régulièrement des articles en ligne, etc., en dehors du côté presse écrite, enfin du moins presse papier. Guide Rhum, Le Bon Rhum, Rhum and Whisky... Ou Rhum the World d'Olivier. C'était le prochain d'Olivier Scars également. Sugar Cane Lane de Cécilia Brandon, Rhum et Talon Aiguille et Cœur de Chauffe, ne l'oublions pas. Ah oui, aussi. Qui poste assez rarement, mais quand il poste, c'est quand même du lourd. Hein. Ouais. C'est très très intéressant et très poussé en la matière. J'imagine que j'en ai oublié, vous allez sûrement compléter la liste. Moi, je vais juste en rajouter un dans les francophones, c'est Rhum Héritage. Héritage, exactement. Notre ami Jérôme. Hein. Parmi tous ces blogs, il y en a des plus ou moins actifs. Est-ce que Rhum Héritage n'a pas une chaîne YouTube également? Si. Ouais. Il fait des capsules. Oui, il fait des capsules, c'est pas vraiment une chaîne... Enfin, si, c'est une chaîne YouTube, mais je veux dire, c'est pas très cyclique. C'est un peu quand il a envie de poster quelque chose. Quand il y a des événements, surtout. Voilà, ouais. En tout cas, pour les auditeurs qui nous écoutent, ne vous inquiétez pas, nous allons reprendre toutes ces références avec les liens dans la présentation, dans la description de cet épisode, notamment sur YouTube, mais que vous pouvez également suivre sur Spotify et iTunes. Voilà. Donc, des blogs, on l'a dit, on en a une flopée. Là, on n'est que sur les blogs francophones. On n'a même pas touché aux blogs étrangers, que ce soit allemand, anglophone, italien ou espagnol, parce que sinon on ne s'en sortira jamais. Mais je pense que là on en a pas mal. Et d'ailleurs, si vous en avez d'autres à nous conseiller, qu'on n'aurait peut-être pas cité, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire, c'est toujours très intéressant. Et peut-être qu'on n'a pas vu, qu'il y en a qu'on ne connaît pas, qui pourraient être fortement intéressants par la suite. En plus de ça, je continuerai peut-être d'un point de vue lecture. La lecture, on en a dans le rhum. En termes de livres,
On en a plus ou moins beaucoup. Alors, on a bien évidemment Arôme averti en vaut deux de notre cher Géry Gitani, ici présent, accompagné de Christian de Montaguer. On a le guide Hachette des Roms de notre ami Christine Lambert. L'Atlas du Rhum de Luca Gargano, qui date un peu maintenant, mais c'est toujours intéressant à lire, c'est un beau livre. Le livre du Rhum de notre cher ami allemand Dirk Becker, qui a été traduit quand même en 15 langues, il me semble, de mémoire. Oui, c'est assez impressionnant. Un livre que je n'ai personnellement pas lu, Le Régisseur du Rhum, de Raphaël Confiant. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Pas lu. Non. Ouais, enfin, c'est un roman, c'est pas un livre sur le rhum. Ah bah voilà, tu nous apprends quelque chose. Pour le coup, j'étais persuadé que c'était un livre sur le rhum, justement. Non, c'est un roman qui se situe autour d'une distillerie. Mais c'est pas un livre sur le rhum, c'est-à-dire que voilà. D'accord. Sinon, un livre qui date un peu également, on a La fabuleuse aventure du rhum de Pierre Barthélemy Alibert, qui est également une référence qui date, mais qui reste quand même une référence en la matière. C'est intéressant. Ouais. On a... Tu as oublié le livre de notre ami Alexandre Vintier, 120 rhum. C'était le suivant dans ma liste, justement. D'accord. C'était quand même l'un des premiers à... Qui au départ était 101 rhum à découvrir d'Alexandre Vintier, et donc la réédition qu'il a augmenté, qui sont donc devenus de 101, on est passé à 120 rhum à découvrir. Ensuite, on a un livre qui est très focalisé sur une marque en particulier, mais qui n'en reste pas moins intéressant. Les Plantations Saint-James, 250 ans de passion martiniquaise. Un livre très historique et très technique, finalement, de Marc Sassier, donc maître de chai de Saint-James, ainsi que monsieur... j'ai oublié le nom de l'historien avec qui il l'a fait. Si quelqu'un peut me le rappeler. Non. Et Donadieu, voilà, exactement. Merci beaucoup. On a Rhum Lovers de Dominique Fouffel, Ron de Pascal Kellin, ami suisse de Cave Guldiv, qui a publié également et qui a été traduit en anglais et en allemand. La version originale était en allemand, et il y a une version traduite en anglais et en français qui sont sorties début de cette année. L'histoire du rhum de Esdelan. Rome, le guide de l'expert. On a Les Silencieux de Cyril Veiglars, qui pour le coup est je ne sais pas comment le qualifier, c'est un livre peut-être plutôt sur les personnages dans le Rhum. Oui. C'est un livre portrait, on va dire. Voilà. Au final, très intéressant aussi. On apprend plein de choses qui sont peut-être un peu plus anecdotiques, mais tout aussi intéressantes. Bien sûr. C'est un très beau complément, en fait. En plus, c'est beau. Donc, c'est un très beau livre. Effectivement, les photos sont magnifiques. Donc de Monsieur Macari, qui nous a quittés il y a quelques mois. Donc un livre qu'on recommande. On a bien évidemment le fameux Nomade parmi les fûts de Luca Gargano, qui pour le coup est plus autobiographique, j'ai l'impression. Ah, totalement. Alors je ne l'ai pas lu, mais d'après ce que j'ai pu en entendre, c'est plus une autobiographie de son voyage dans le Rhum. Voilà. Beaucoup d'anecdotes aussi, beaucoup de passages assez funny, donc ça se lit très vite, c'est très facile, c'est très chouette. Des histoires c'est très beau, c'est très Gargano aussi, donc. Oui, voilà, c'est ça, c'est très. Mais j'ai beaucoup aimé, c'est chouette. Très théâtral. Voilà. Et je termine par Voyage au pays du Rhum de Gilles Laurendon, et avec des illustrations de Titouan Lamazou. Donc à qui on doit également les visuels des cuvées Lamazou chez HSE. Ouais. Voilà. Alors là aussi, j'imagine qu'il y en a pas mal en complément à cette liste-là. D'ailleurs, là aussi, si vous en avez à nous recommander, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. Vous, je ne sais pas, est-ce que vous avez lu la majorité de ces livres-là ou pas? La majorité. Mais une petite partie, quand même. Ouais, le guide Hachette, Les Silencieux, le livre de Gargano. Je suis pas très lecture livre, en fait, donc j'aime bien que le format numérique. Donc mais bon, après, il en faut pour tout le monde. Et alors après, on a bien évidemment des livres beaucoup plus techniques également. Je vais en citer qu'un seul, le Roméo de Vitcane de Désiré Kervéjean,
qui est un livre pour le coup qui date, qui est début du siècle dernier, de 1946, si je me souviens bien. Aujourd'hui, il faut le trouver. Je pense qu'on peut le trouver éventuellement sur certaines ventes aux enchères, de temps en temps sur eBay. C'est pas donné, mais ce sont des livres finalement très très techniques. Et ça, il y en a également toute une flopée sur les techniques de distillation, de vieillissement, de fabrication du rhum, notamment dans les Antilles françaises, au 19e et début du 20e siècle. Ouais. Voilà. Ça reste quand même le plus complet, le Kervégan. Et il fait quand même 500 pages et c'est beaucoup de techniques, beaucoup aussi de points historiques qui sont très intéressants. Alors, est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce qu'un livre comme ça peut encore être considéré comme actuel aujourd'hui ? En tout cas, sur l'histoire, oui. Oui, bien sûr. Oui. Et même sur la distillation et le vieillissement, on y apprend pas mal de choses qui sont encore actuelles. Oui. Et je terminerai ensuite via de nouveaux formats, notamment un qui sont les applications mobiles, dans lesquelles on peut également retrouver pas mal d'informations. Alors, on en a une américaine pour le coup qui s'appelle Rum Ratings, qui n'est pas trop technique, mais sur laquelle on peut quand même laisser pas mal de commentaires. C'est-à-dire qu'on arrive à se faire un avis par rapport à un rhum, par rapport à la dégustation d'autres personnes. Dans le même style, mais peut-être en un peu plus élaboré, avec un peu plus d'informations, on a Rhum Tasting Notes, donc dont on a parlé dans la dernière émission, et on attend donc la fameuse application Wikirom qui doit être présentée le 19 septembre, il me semble. Ouais, c'est à la rentrée, ouais. À la rentrée, exactement. Voilà, je pense que ce sont, à mon avis, tous les moyens aujourd'hui auxquels on peut avoir recours. Je ne sais pas si j'en ai oublié. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il y a peut-être d'autres moyens auxquels on pourrait avoir recours ou qui pourraient venir compléter tout ça, selon vous ? Tu as parlé des groupes Facebook ? Pas du tout. Pas du tout. Alors effectivement, on a les groupes Facebook. Ouais. Il y en a quelques-uns. Aussi. C'est pas ce qui manque, effectivement, ce n'est pas ce qui manque. Les pages et les groupes Facebook qui servent aujourd'hui de véhicules d'informations assez rapides en même temps, parce que voilà, les réseaux sociaux sont aujourd'hui quelque chose que tout le monde utilise et dans lesquels on peut souvent apprendre pas mal de choses, notamment via l'échange avec d'autres personnes. Alors, si vous aviez chacun cité 3 groupes Facebook, allez, on va rendre la chose plus intéressante. Citez 3 groupes Facebook que vous visitez régulièrement. Et quand je dis régulièrement, on va aller dire au moins une fois par semaine. Il y a un petit groupe qui s'appelle la Confrérie du Rhum. J'y vais des fois. Il y a la communauté du rhum agricole, qui est un très gros groupe focalisé sur le rhum agricole, forcément. À côté de ça, moi, de mon côté, il y a le Belgium Rhum Club, qui est focalisé sur tout ce qui se passe en Belgique au niveau du rhum et à l'international. Il y a encore plein d'autres, mais comme on a dit 3. Bien sûr, on se limite à 3, parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup, tous les groupes régionaux. Mais c'est les 3 que je regarde le plus. En fait. Laurent, toi ? Moi, ça va faire en partie redite par rapport à Roger. Donc, j'ajouterais celui qu'il n'a pas mentionné, qui est la Cannes 2.0, qui est vraiment là, celui, je pense, où je passe le plus de temps. Sinon, la communauté agricole, du rhum agricole, qui est pas mal aussi. Et puis, en fait, j'ai vachement limité parce que je me suis rendu compte que beaucoup de groupes régionaux, au final, ont tendance à relayer les mêmes informations. Oui, c'est redondant. Donc, d'une part, et puis après, il y a des trucs qui les concernent eux. Ça peut-être une soirée qui va se passer chez un spécialiste de leur côté, etc. Donc, moins d'intérêt maintenant. À un moment, je les avais tous. Et puis, j'en suis un peu parti. Tout ça. Je limite. En plus, ça prend quand même beaucoup de temps potentiel. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de groupes régionaux et puis il y a aussi beaucoup de groupes plus à thème qui vont parler exclusivement de rhum blanc, par exemple, ou de rhum jamaïcain très typé. Oui, c'est vrai que les groupes Facebook ont commencé à se distiller entre eux. Ouais. Donc il y a des sous-groupes plutôt régionaux, ou bandes d'amis ou d'une même région, ou alors vraiment à thème. Donc c'est vrai que ceux à thème, c'est souvent plus intéressant parce qu'il y a moins de redites du coup. Ouais. Ça peut être à thème, par exemple, agricole. Ça peut être aussi, de plus en plus, on voit des groupes dédiés à des marques, au final. Des fans. Aussi,
de HSE, des fans de Favorite, Plantation. Exactement. Alors ça, par contre, c'est une stratégie finalement marketing qui est très adoptée par de grandes marques dans d'autres secteurs. Tout simplement parce qu'elles ont constaté que c'était un moyen de communiquer beaucoup plus facile et beaucoup plus efficace avec leurs fans, en quelque sorte, avec leurs consommateurs, plutôt qu'une simple page où ils ne peuvent pas directement rentrer en contact avec eux. C'est-à-dire qu'une page, ça va plus servir de grand panneau publicitaire, si on veut, là où un groupe peut vraiment engager un réel dialogue avec ces gens-là. Donc effectivement, on voit de plus en plus de groupes comme ça, ouais. Et le groupe est alimenté par les fans, donc c'est moins de boulot pour aussi la marque. Également. Moi, comme vous tous, évidemment, la confrérie du rhum, puisque bon, je suis un des administrateurs, donc forcément, je suis là-dessus. Deuxième groupe que je regarde pas mal, c'est Rhum autour du monde, un groupe canadien. Oui. Et puis, de temps en temps, la Cannes 2.0, mais très rarement, j'avoue, parce que j'ai pas beaucoup de temps. Voilà, c'est à peu près tout. Une petite incursion de temps en temps sur les blogs anglais, Ministry of Rome ou The Global Rome, voilà. Ouais, c'est ça. Et puis Rome, le groupe japonais, juste comme ça, pour avoir un petit peu comment les Japonais réagissent par rapport au Rome. Voilà. Je vais juste une petite remarque sur ce que tu disais, Benoît, où tu disais c'est une stratégie de marque de distillerie. Mais je pense que souvent à la création, c'est pas elle. C'est vraiment des fans qui vont créer une page et après, bon, les marques peuvent pour relayer des informations. C'est ça, exactement. Et un groupe, pour finir, un groupe que je regarde aussi, j'avais oublié, ça me revient là, c'est Rhum Blanc Passion. Oui, c'est ça. Oui. Qui est très Rhum Blanc, dédié au Rhum Blanc. Ouais. Très chouette. Alors, suite à ça, je vous ai préparé un petit quiz parce que je me suis dit que allez, c'est l'été, on va s'amuser un peu. Et donc ce qu'on va faire, c'est un jeu assez simple. Je pense qu'on avait déjà fait un jeu dans le même genre pendant le live et j'ai bien aimé. J'ai pris un malin plaisir à faire ça. Donc je me suis dit allez, je vais vous poser quelques questions. Alors chacun votre tour, je vais vous poser une question. Je vais demander aux deux autres de ne pas souffler la réponse s'ils l'ont, d'accord ? Et donc il y a 3 questions pour chacun d'entre vous. Et puis, on verra bien qui remportera la partie avec un maximum de points à la clé. On gagne un sample de Karukera Intense de Dieu, par exemple. Tu gagnes un sample de rien du tout. Voilà. Là, je suis sûr de perdre, donc ça va. C'est pour l'honneur. C'est pour l'honneur. On va commencer par Jerry. Jerry, première question pour toi. Oula. Accroche-toi. Dans quel ordre ont été fondés les blogs suivants ? Les Rhums de l'Homme à la Poussette, le blog à Roger, durhum.com. Il faut que tu me donnes l'ordre des 3. L'ordre plus ancien au plus ancien. Bon, le plus ancien, durhum.com. Après, je pense l'Homme à la Poussette et puis le blog à Roger. Effectivement, je pense que c'était un peu cadeau comme question, mais c'est pas trop compliqué. Ouais. C'est effectivement ça. Est-ce que tu as les dates aussi ou pas, au moins les années ? Ah non, je sais que le durhum.com c'était l'un des premiers à ma connaissance en tout cas. Moi, c'est le premier blog sur lequel je suis allé il y a depuis 2000 peut-être 11 ou 12. 2013. C'est 2013 alors. Et voilà, oui. Alors, effectivement, on a du rhum.com qui a commencé en 2013. On a les Rhums de l'Homme à la Poussette. Alors, justement, Laurent, est-ce que tu as la date exacte de la création de ton blog ? Pas du tout. Le 27 avril 2014, je te le dis. Voilà, de rien. Et Roger, depuis quand ? Je pense que c'était avril 2017. Exactement, avril 2017. Voilà. Donc, c'est facile parce que c'est quand on reçoit la facture de l'hébergeur. Donc voilà, ça nous fait un point pour Jerry. On va continuer avec Laurent, avec une question très intéressante également. Laurent, combien d'ouvrages a à son actif l'auteur Alexandre Vintier ? Alors, tout spiritueux confondu, mais on ne compte pas les rééditions. 134 Beaucoup trop. Alors, il y en a finalement pas tant que ça. Si on ne compte pas les rééditions, il n'y en a finalement pas tant. Enfin, quand je dis pas tant que ça, il y en a. Mais il y en a 2 que je connais à coup sûr, c'est les 120, 101 puis 120 Rhum. Donc ça compte pour 1. Ça compte pour 1, comme c'est une réédition. Voilà. Iconic Whisky
Exactement, ça t'en fait 2. Ça fait 2. C'est les seuls qui viennent à l'esprit, à vrai dire. Après, je sais pas, ça m'étonnerait pas qu'il ait fait des trucs. Il est quand même très pointu sur le cognac, les alcools asiatiques, etc. Mais je sais pas. Alors, Iconic Rome, c'est pas encore sorti. Alors, en tout, il y en a eu 5. Ah ouais. Il y en a eu 5. On a tout d'abord la Bible des alcools. Alors souvent, ce sont des co-écritures, hein, donc on travaille avec d'autres personnes. On a bien évidemment Iconic Whisky, on a les 101 rhums qui sont devenus les 120 rhums par la suite. On a Mezcal, l'esprit du Mexique, donc spécialisé en mezcal. On a Whisky, l'indispensable, et c'est tout. C'est pas mal. Voilà, ce qui est déjà pas mal du tout. Ouais. Donc, à moins que je ne me sois trompé, Alexandre, si j'en ai oublié, dis-nous tout. Mais donc voilà, en tout cas, c'est déjà pas mal et ça fait pas mal de lecture pour une seule personne. Est-ce qu'il n'a pas coécrit Martin en Écosse? Désolé, je m'en vais. Tintin en Irlande, ouais, c'est ça. Non, c'est Christine en Écosse, c'est pas Martine. Christine en Écosse. Bon, alors, question suivante qui va donc à Roger. Question souvenir un peu. Quel a été le nom du magazine en ligne conjointement lancé par Jerry et moi-même de 2015 à 2017? C'était Rome Gazette. Ah bon, ouais, effectivement. C'était cadeau. Je ne savais pas si les gens s'en souvenaient encore ou pas. Donc, effectivement, il y avait ce site Rome Gazette qui traînait à un moment donné. D'accord, donc ça fait un premier tour, donc avec un point pour Jerry et un point pour Roger. On revient à Jerry. Un peu plus compliqué. Quelle est l'année de lancement du magazine Rome Porter? Voilà, l'année du lancement du magazine Rome Porter. Alors, j'ai pas noté, je vais y aller au pif. Romfest Vincennes, premier Romfest Vincennes, je dirais 2014. Presque, c'était 2013. 2013, ouais. Mais effectivement, c'était par rapport au premier Romfest de Vincennes avec le site qui avait le lancement au Maria Loca, mais je n'avais pas la date en tête. Exactement, ouais. Laurent, facile, peux-tu nous citer 3 blogs anglophones sur le Rhum? Oh putain, tu aurais pu me la poser celle-là. Pas des groupes, des blogs. Ouais, tu aurais pu me la poser celle-là. Non, ouais. Alors en plus, j'en regarde régulièrement. Il faut juste que les noms reviennent. Alors attends, on va dire. Tu sais quoi, on va t'aider. Si tu connais le nom de l'auteur, le nom du responsable du blog, ça marche. Floating Rum Shack, ça marche. De Peter Brand, effectivement. Peter. Voilà. On en a une alors qui est moins active maintenant, mais qui est Mountain of Crushed Ice. Que à l'époque, en même temps que je lisais beaucoup Cyril et du Rhum, je regardais beaucoup par là-bas. Oui. Il était très actif au début. Ouais. Un blog suédois. Hein, c'est suédois, c'est pas suédois. Et alors ensuite, parce qu'en plus c'est sans doute celui que j'ai regardé au fil des années le plus, et c'est celui dont le nom m'échappe, avec ce très sympathique auteur par ailleurs qui habite désormais au Koweït. Ouais. Ah, ça aussi, c'est une Bible. Bien sûr, ouais. On ne dit rien. C'est quoi le nom? Bon, alors attends, si celui-là me revient pas, je peux toujours balancer un petit whisky. Il s'appelle comment? Sinon, donne le prénom de l'auteur, ça ira. Le prénom de l'auteur. Ouais, mais il faut que ça me revienne aussi. Attends, le prénom, je t'aide. Le prénom et le blog commencent par L. Et c'est pas Laurent. Non, alors j'en ai pas, c'est le seul prénom que je connais. Non, c'est Lens. Voilà. Exactement, donc on va te le compter. C'est Lens avec de Lone Kenner. Mais bien sûr, merci. Du site, voilà, exactement. Très actif en plus. Et plus whisky, mais c'est whisky fun. Mais bon, tous les dimanches, il nous fait autre chose. Bien sûr, après, ça commence à être plus que du whisky. Hein, ça va vraiment dans tous les sens. Ouais. Donc de Serge Valentin. Ouais. Donc ça te fait un point également. Ensuite, nous allons repasser à Roger. Alors là, franchement, si tu arrives à me donner ce chiffre-là, je t'offre ton sample. Ok. Tu sais quoi? Je vais même plus loin. La bouteille de Carocera, je te l'offre. Donc en gros, j'ai pas de poids, quoi, en gros. Tu peux déjà passer à Jerry. Alors ça dépend, parce que peut-être que tu vas nous bluffer et que tu vas nous dire, Roger,
Combien de dégustations de rhum as-tu publié sur ton blog depuis sa création? C'est ton blog. En gros, tu nous dis combien tu as bu. Ah oui, attention que je ne parle pas de tout ce que je bois. Combien de publications Combien de publications? Rhum uniquement. Hein. Je les ai comptées. J'ai fait un tour par ton blog. Je les ai comptées. Et on parle peu de rhum parce que tu as également du whisky, de l'Armagnac. Enfin voilà, tu as quelques autres trucs. Oui, mais c'est principalement le rhum, effectivement. Maintenant, depuis 2017, je sais pas moi. On parle quand même de 68. Combien? 68. Allez, je donne un point bonus à celui qui s'en rapproche le plus. Les deux autres, vous dites quoi? Alors là, aucune idée. Donc, si Roger était le plus proche, dans ce cas-là, tu as 2 points. Les autres, vous pouvez gagner un point en plus. Donnez un chiffre. Jerry. Moi, 75. 75. On dit 75 sur le blog à Roger. Et ben moi, je vais dire, juste parce que j'ai beaucoup regardé le juste prix quand j'étais jeune, je vais dire 67 pour le coup, couper l'herbe sous le pied. 67, et ben pas du tout. Et vous en êtes bien loin, mes amis. Notre cher Roger a publié 136 dégustations de rhum depuis sa création en 3 ans. Je suis plus proche alors. Voilà, et donc c'est Jerry qui prend le point. Tu gagnes ta bouteille. Moi aussi, j'ai regardé le juste prix, Laurent. J'ai regardé le juste prix, Laurent, beaucoup. Non, mais je tiens quand même à dire que ça reste impressionnant. Je veux dire, 136 dégustations détaillées comme il le fait, c'est pas rien. Je ne te lance pas des fleurs, hein. C'est juste pour dire que pour une fois, tu as bien bossé. Donc voilà, faut. Alors, Laurent, toi, t'en as fait combien du coup? Enfin, je sais pas si c'est peut-être la question. Alors non, ce n'était pas la question et je t'avouerai que je n'ai pas compté. Et Laurent, alors tu as une idée de ce que tu as? La difficulté avec Laurent, c'est quand dans une publication, il en déguste plusieurs. Oui, puis le site a changé à un moment, non? Est-ce que tu as tout l'historique sur l'actuel? Je pense pas. Hein. Tout a été migré vers le nouveau. Ouais. Tout a été migré, ok. Ouais. Mais non, en effet, c'est compliqué. J'ai aucune idée du nombre. Mais c'est vrai rien que le dernier poste, là, il y a eu 4 dégustations en une, donc c'est compliqué, quoi. Ouais. Et puis après, si on compte les dégustations sur salon, alors là... Alors là, ouais, les dégustations salon, là... Voilà, c'est ça. Pas possible. Donc voilà, ça c'était pour le deuxième tour. Dernier tour d'honneur. Jerry, peux-tu... Alors, elle est limite facile, celle-là. Hein. Franchement, elle est très facile. Bon, peux-tu nous citer 4 groupes Facebook? Si vous voulez la rendre plus compliquée, la question, et vous avez des idées, vous pouvez y aller. Hein. Qui parle de rhum en hébreu. Peux-tu nous citer 4 groupes Facebook sur le rhum qui ne sont pas reliés à une région, une marque ou une ville? Bah, il les a déjà, regarde son petit sourire. Non, mais attends, qui ne sont pas reliés à une région? Oui, puisque tu as les clubs régionaux. Tu me dis, Rhum Club Aquitaine, ça compte pas. Ah, d'accord. Les francophones ou alors, il n'y a pas de limite de langue. Après, je sais pas. Vous voulez peaufiner la question, messieurs? Parce que c'est vrai qu'elle est facile après notre discussion. Là, j'avais pas vu ça comme ça. Bah, on pourrait dire que anglophone, par exemple. Ah, que anglophone. Anglophone. Il en faut 4. Bah, The Global Rhum Club. Ça en fait 1. C'est pas régional. Il y a Minister From. Oui, ça fait 2. Rhum Club Canada. C'est Canada, c'est une région. Ah ouais, c'est Canada, pardon. Excuse-moi. Alors je sais pas le dire en japonais, mais c'est pas spécifique Japon, c'est Rhum. Oui. Ça fait 4. Ça fait 3. Il en manque un. Il en manque un. Du coup ça m'échappe. On a bien fait de corser la question quand même. Hein, il faut inventer le Rhum Fédérator. Après, tu as peut-être pas qu'anglophone, hein, tu as peut-être d'autres langues, je sais pas. Ouais, non, mais il y en a que je retrouve pas les noms, là. Je pense à un truc espagnol, mais je retrouve pas le nom. Ouais, peut-être des trucs allemands aussi. Ouais, aussi, ouais. Je cale, là, sur le nom, ça me revient pas sur l'instant. C'est calme. Ouais. Les autres, vous m'aidez? Alors le point ne sera pas pour toi, mais effectivement après tu avais alors UK Rhum Club, on peut pas le prendre parce que c'est UK, mais tu avais der Rum Club, donc le club allemand, le gros club allemand. Après il y a pas mal de clubs italiens également de ce côté-là. Et tu avais celui que tu as dit tout à l'heure, le canadien, tu l'avais dit, c'est ça? Ouais, mais c'est canadien, c'est Europe Tour du monde.
Un rhum autour du monde, ouais, je l'avais dit tout à l'heure. Hein, c'est ça. Bon, ça te fait donc du coup 2 points. Et demi Non. 2 points et c'est tout. Voilà, Jerry est à 2 points. Laurent. Ouais. À chaque poste, à chaque poste que tu fais sur la confrérie du Rhum, tu nous indiques au nombre exact le nombre de membres qu'il y a dans le groupe. Ouais. Alors je vais tout simplement te demander, sans regarder sur ton téléphone, Je saurais pas. combien de membres détient la confrérie du Rhum à l'heure où je te parle? À combien près? Parce que Ah non, d'habitude, tu es très précis. À une cinquantaine près. alors, Ah non, trop facile. oh là, on se calme. À une cinquantaine près. Alors, 5 près, mais pas 50. 50 près. 39 000. Ouais. 000. Et après, je dirais 39 800. On revient au juste prix là, tu vois, plus ou moins. Allez, je vais dire 39 850. Ah, c'est pas mal. Et tu prends le point, puisqu'on a dit à 50 près, c'est 39 880. Voilà, tout rond. Je viens d'en ajouter 30 à l'instant. Désolé, Laurent. Donc, à l'heure où nous enregistrons cette émission, effectivement, la confrérie du Rhum compte 39 800. Si on comptait tout ce qu'on supprime par jour, on serait à 45 000 actuellement, oui, très certainement. Surtout depuis le Covid, il y en a pas mal qui sortent, pas mal de faux comptes qui font des demandes. Donc voilà. Et finalement, dernière question pour Roger. Lecture du passage. Il y a un passage, toi qui as lu Nomade parmi les fûts, d'accord. Nous avons un passage que je vais te lire. Parle de Copo. Haïti occupe toujours la première place dans mes pensées. J'y retourne à l'occasion de l'Haïti Rhum Fest. De nombreux personnages importants du monde du rhum y sont invités. Yann Burrell, Robert Burr, Alexandre Vintier, Géry Gitani, outre plusieurs influenceurs et blogueurs européens. Est-ce que, et là pareil, à la cinquantaine près, tu peux me donner le numéro de cette page? Mais bien entendu. Alors, si tu le souhaites, je peux te relire l'extrait. Non, mais ça va. Je vous rappelle. Je peux te donner le nom du chapitre. Le chapitre est Haïti. Haïti, chérie. Oui, ça, oui. Ce livre fait 50 pages, du coup, ça devrait aller. En plus, il n'y a qu'une seule C'est image. au milieu. Allez, je sais pas, moi, là... 25. 248. Oh, pas mal. 236. Ben voilà. C'est la page 236, effectivement. Vogelpick total. Hein. C'est ça. Très bien joué, très bien joué. C'est donc le passage où Luca Gargano nous parle de son fameux séjour en Haïti à l'occasion du Rhum Fest d'Haïti qui a eu lieu en 2015, si je ne m'abuse. Jerry, tu vas pouvoir me dire 2014, voilà. Et dans lequel tu es cité d'ailleurs. Hein. Donc voilà, passage dans lequel on te cite. Je l'ai su par un confrère qui m'avait envoyé l'extrait parce que j'ai pas encore lu le livre. C'est un confrère qui t'a dit que tu avais été au Rhum Fest d'Haïti. C'est si fort que ça. En tout cas, voilà, c'est comme ça qu'on va terminer ce quiz. Alors, je suis très mauvais arbitre, donc je ne saurais pas vous dire à combien de points nous sommes, mais je crois qu'on doit être aux égalités, du genre 2-2-2, un truc comme ça. Je pense que Jerry a gagné avec son point bonus. Ouais. Ah, effectivement, oui, grâce au point bonus, ça lui fait 3 points. Oui, c'est quoi le point bonus? Tu as eu 2 points parce que tu avais répondu à la question à Laurent. C'était le plus près de la réponse. Le nombre de dégustations sur le blog à Roger. Voilà. En tout cas, voilà. Écoute, bien joué, Jerry. Tu as donc remporté ce quiz. D'ailleurs, je pense que c'est un truc qu'on va garder. Quoi, alors, en fait, qui m'envoie quoi? Toute notre considération. Des fioles vides aussi. Mais je crois que c'est un truc qu'on va peaufiner au fur et à mesure des émissions. Je le sens bien. En tout cas, voilà. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ce sujet, qui est finalement un sujet assez court, mais plus informatif qu'autre chose. On est loin du débat habituel, pour une fois. Et on est loin de l'heure et demie d'émission de la dernière fois également avec Cyril Lawson. D'ailleurs, émission, celle-là, ainsi que les précédentes, que vous pouvez réécouter à volonté et partager avec vos amis via les réseaux sociaux à partir de Spotify, iTunes et YouTube.
Donc voilà. Moi, j'aurais juste un petit truc à rajouter, que en fait, c'est bien tout ça, mais que dans la mesure du possible, il faut vraiment essayer de privilégier aussi les contacts humains, aller chez son caviste quand on a la possibilité, essayer de trouver des gars dans la région à qui on pourrait lier connaissance ou faire des petites dégustations. Parce que tout seul dans son coin, c'est quand même nettement moins funny comme passion. Alors j'ai une petite anecdote. Tout à y gagner. J'ai une petite même pour le caviste, même pour le caviste, c'est bien parce que tu as des clients qui font déguster des échantillons au caviste. C'est très sympa ça. Ah ouais. Alors j'ai une petite anecdote justement par rapport au fait de rechercher des gens, des amateurs dans sa région. À la base, c'est comme ça que la confrérie du rhum a été créée. Voilà, c'est juste moi qui étais dans mon coin en train de chercher des amis qui buvaient du rhum parce que dans mon entourage il n'y en avait pas. Et entre-temps j'en ai trouvé un paquet et ça c'est chouette. Voilà, donc le rhum c'est fun. Voilà. C'est la morale de l'histoire. Ouais. Laurent, tu voulais rajouter quelque chose ? Absolument. Tu disais au début qu'il y a quelques temps avant l'ère numérique, il était compliqué de trouver les informations. Il y avait pas plus compliqué qu'aujourd'hui. Oui. Exactement. Instagram, Facebook, les blogs, tout ça, ça n'existait pas trop. Et tu as tout à fait raison. Mais il faut ajouter que maintenant, il y en a quand même beaucoup. Et que du coup, ça peut être compliqué de s'y retrouver même. Est-ce qu'il y en a trop ? Le truc, c'est que je me mets à la place de quelqu'un qui débute sa passion pour le rhum. Oui. Ça doit être un peu dur de s'aiguiller correctement vers les bonnes ou intéressantes sources d'informations. Parce qu'il y a quand même, on a vu passer certains blogs ou certains, on va dire influencers de manière générale, qui racontent des conneries. Et du coup, c'est compliqué. T'as des exemples à donner ou pas ? Non, bien sûr que non. Mais moi, je pense. Alors, il est pas. Tu nous diras en off. Dans certains des premiers articles, j'ai dit quelques bêtises. J'ai pas tout relu depuis, et puis après, on apprend des nouvelles choses. Mais je pense que j'ai jamais dit trop d'énormités. Mais je pense que quelqu'un qui débute, ça peut compliqué de s'y retrouver, et on peut prendre pour modèle et pour source d'information quelque chose de faux, de faux, de très médiocre. Voilà, donc c'est compliqué aussi à ce niveau-là. De la fake news au sein du rhum, donc. C'est pas vraiment de la fake news, c'est plutôt des erreurs. Mais ça, c'est général sur l'internet, c'est pas lié qu'au rhum. Oui, c'est ça, quoi. C'est de façon générale. Alors je suis sûr que maintenant il y a un paquet de nos auditeurs qui vont aller voir sur ton blog, Laurent, pour aller trouver toutes les énormités que tu as pu dire. Si vous trouvez des énormités que Laurent aurait pu dire sur son blog, n'hésitez pas à les copier, à nous les mettre en commentaire. Nous ferons un plaisir de les relire à la prochaine émission. Et ça me permettra de les corriger. Et voilà, ce sera. Mais très certainement, ils feront le job à ta place finalement, et c'est bien, tu vois. Gratuit en plus. Alors, en parlant de conseils, il y a sûrement d'autres conseils que tu veux nous donner, notamment en termes de dégustation, Laurent, pour clôturer cette émission. Oui, alors j'en avais préparé un, et puis je vais en dire un autre. Voilà. Parce que c'est, enfin, juste parce que je vais réagir à quelque chose que Benoît et Roger ont dit là, qui est sur le côté social, mais plus que le côté social, c'est vraiment le côté dégustation avec des gens. Ouais. Que ce soit un caviste, par exemple, ou que ce soit d'autres personnes qui s'intéressent au rhum, on apprend quand même beaucoup plus si on est avec d'autres personnes que si on fait ça dans notre coin, même dans notre coin à la lecture d'un blog. Aller chez son caviste et se faire expliquer un produit, se faire expliquer la palette aromatique, etc. C'est quand même bien plus intéressant que moi j'ai pu organiser à la maison une soirée dégustation. C'est quand même infiniment plus intéressant que de faire ça tout seul. On apprend beaucoup. Et on va vraiment affiner notre dégustation et notre palette aussi, parce qu'il y a certains arômes que parfois on n'arrive pas à détecter. Et une personne à côté va dire « Ah, moi j'ai ça ». Et du coup, ça permet d'y revenir et on réalise que « Ah oui, tiens, il y a ça, peut-être un arôme on n'associait pas avec un nom, oui. On réalise que c'est telle épice, tel fruit, je ne sais pas ». Donc voilà, privilégier ou au moins essayer d'avoir de temps en temps ce genre de dégustation un peu en groupe, on va dire, permet d'en apprendre beaucoup plus. Ouais, des genres d'échanges, en fait, plus pour...
vivre une expérience plutôt autour du rhum, qui rend la chose beaucoup plus fun également d'ailleurs. Exactement. Voilà. En plus. Voilà, je pense qu'on va clôturer sur ces quelques mots, à moins que quelqu'un d'autre ait quelque chose à rajouter. Sinon, messieurs, moi, je vous retrouve dans 2 semaines pour la dernière déjà de cette saison. On va clôturer la saison 1 juste avant l'été, et puis on va faire un petit break. Et on reviendra à la rentrée pour une nouvelle saison avec pas mal de surprises déjà, dont une surprise d'ampleur, il me semble. Donc voilà. Mais on se revoit dans 2 semaines avec un sujet goudronneux, je pense. C'est le cas de le dire. En tout cas, jusque-là... L'autoroute des vacances. Exactement, ça, c'est très bien dit. C'est l'autoroute des vacances. On va parler de l'autoroute des vacances et plus autoroute que vacances, finalement. Moi, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Chers auditeurs, n'oubliez pas donc, que vous pouvez réécouter cette émission à volonté sur Spotify, iTunes et YouTube, la partager avec vos amis et vos ennemis. Et sinon, je vous dis à la prochaine. À la prochaine. À bientôt, oui. Bye bye. Plaisir. Vous venez d'écouter le Single Cast, l'émission qui parle de rhum sans gueule de bois. Toutes les 2 semaines sur iTunes et Spotify.